Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique. Petite histoire subjective et non académique de la science-fiction. Avertissement. Le présent podcast n'a pas de valeur encyclopédique. Il tient plus de l'essai et est conditionné par la perception que l'auteur a du sujet qu'il traite et par sa culture propre. Des historiens de la littérature pourront aussi juger qu'à embrasser de trop grandes périodes dans le format contraint d'un podcast, l'auteur prend le risque de mal étreindre les faits historiques. J'en ai conscience, qui veulent bien m'en excuser. Je me soigne néanmoins, je persiste à partager cette petite histoire subjective et non académique de la science-fiction. Alors, bonne écoute, abonnez-vous, likez et partagez. Épisode 3. Souvenez-vous, dans les épisodes précédents de ce podcast, pour raconter l'histoire de la science-fiction, nous sommes partis des origines de l'humanité pour nous arrêter à la période de l'entre-deux-guerres, période au cours de laquelle la science-fiction quitte les troubles de l'enfance pour aborder les temps de la maturité. Pourtant, cette nouvelle ère, post-conflits mondiaux, est une période d'agitation dans bien des domaines. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons de la profusion des œuvres de science-fiction qui, là, verront le jour. Cette nouvelle aventure intellectuelle et artistique va nous occuper tout au long de cet épisode de cette petite histoire subjective et non académique de la science-fiction. Nous sommes donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En août 1945, les États-Unis d'Amérique font usage de 2 bombes atomiques contre le Japon pour en précipiter la capitulation. Cette même année, en février, à Yalta, le monde avait été divisé en 2 blocs, l'un à l'est de l'Allemagne, l'autre à l'ouest. Très rapidement, c'est communisme contre libéralisme. Ces 2 blocs vont s'opposer jusqu'en 1989, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Durant ce demi-siècle, l'humanité va vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de son destin. Le risque d'une 3e guerre mondiale qui, cette fois, tout le monde semble en être convaincu, serait nucléaire. En plus des terribles effets secondaires dus aux radiations, cette terrible éventualité condamnerait l'humanité à subir un hiver nucléaire appelé à durer des décennies. Durant cette période, cette angoisse a été matérialisée par l'horloge de l'Apocalypse, sur laquelle minuit indique la fin du monde. Depuis 1947, année de création de ce concept, les aiguilles de cette horloge sont déplacées en fonction des tensions à l'échelle de la planète. Au cours des 7 dernières décennies à compter de notre présent actuel, l'heure à l'horloge de l'Apocalypse n'a cessé d'osciller entre 23h43 et 23h58. Ces tensions n'ont pas produit que des effets délétères. Quelque part, elles ont présidé à la naissance d'œuvres de science-fiction qui sont la figuration de ces tensions, de manière plus ou moins explicite, dans des formes plus ou moins caricaturales. On peut penser au roman 1984 de George Orwell, écrit en 1948. Il décrit un monde qui sombre dans le totalitarisme après une 3e guerre mondiale, nucléaire, qui aurait eu lieu dans les années 50. Vient ensuite Godzilla, le monstre mutant nucléaire japonais, conçu en 1954 et surtout issu du traumatisme conséquence des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Quant à la série Les Envahisseurs, The Invaders, 1967, elle peut être interprétée comme une figuration de la peur américaine du communisme. Dans cette série filmée en noir et blanc, les envahisseurs ne se désintègrent-ils pas en rouge ? Au cœur de ce pessimisme ambiant, la science-fiction n'en reste pas moins inspirée par des avancées technologiques qui s'enchaînent et par les espoirs qu'elles suscitent. Le transistor est mis au point en 1947 par les Américains John Bardeen, William Shockley et Walter Brattain, chercheurs des laboratoires Bell.
Le transistor ouvre la voie à la forme moderne de l'informatique. L'acide désoxyribonucléique, ADN, est mis en évidence par Rosalind Franklin en 1953. L'histoire retiendra aussi que cette dernière s'est fait voler sa découverte par d'autres chercheurs peu scrupuleux. Rosalind fait partie des femmes scientifiques anonymisées par un milieu de la recherche à l'époque majoritairement masculin. En tout cas, aux yeux des humains, avec l'ADN, la vie se révèle tel un livre à décoder et à modifier. En 1957, l'humanité lève les yeux vers le ciel à l'écoute du passage du minuscule Spoutnik soviétique. Et c'est l'appel de l'espace qui se répand sur l'ensemble de la planète. À partir de ces innovations et sûrement de bien d'autres encore, la robotique, liée à l'informatique, la génétique et l'espace offrent de nouveaux domaines d'imagination et de spéculation aux auteurs. Et la science-fiction se diversifie en sous-genres. Entre space opéra, anticipation, hard science, cyberpunk, heroic fantasy, dystopie, voyage dans le temps, uchronie, chacun de ces genres proposant une facette différente du récit imaginaire de science-fiction entre grands espaces, interplanétaires et interstellaires, et grandes aventures, projections folles des avenirs de l'humanité ou récits sous la lame implacable des sciences dures, excursions sur les frontières floues qui séparent réel et virtuel, incursion de la magie dans le réel, récit du meilleur du pire de l'avenir de l'humanité, voyage temporel et leur lot de paradoxes, et réécriture spéculative de l'histoire telle que nous la connaissons. Un exemple de cette ivresse créatrice ? Prenez 2001 l'Odyssée de l'espace, le film de Stanley Kubrick. En 1968, Arthur C. Clarke, scénariste du film de Kubrick, en écrit le roman simultanément à la production du film. Les thèmes abordés dans le film comme dans le roman et la démarche même de cette création conjointe sont le parfait exemple des enthousiasmes et des grandes questions que peut porter la science-fiction sur son époque. Au-delà de la peur, quels horizons s'offrent à l'humanité ? Et puis, l'espace est-il une frontière à traverser, un territoire à conquérir ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Et si nous ne le sommes pas, quelle compréhension pouvons-nous avoir de cette altérité extraterrestre ? Un autre exemple avec un des auteurs phares de cette période qui suit la Seconde Guerre mondiale, qu'on a appelé l'âge d'or de la science-fiction, Isaac Asimov. Il semble s'éloigner des dystopies contemporaines de son époque. Le risque nucléaire n'est pas au centre de son œuvre, bien que revêtant divers rôles aux conséquences étonnantes. Il écrit une histoire de l'avenir de l'humanité répartie en 3 grandes périodes. Celles-ci sont liées à des personnages forts, que sont le docteur Susan Calvin, la première robopsychologue, l'inspecteur de police Elijah Bailey et le psychohistorien Harry Seldon. Bien que chacun de ces personnages soit séparé de plusieurs milliers d'années, il existe un fil rouge qui relie toutes ces époques, ce sont les lois de la robotique. À bien y regarder, Asimov s'inscrit pourtant bien dans son époque, à moins que ce ne soit la nôtre. La particularité d'Asimov est d'avoir pressenti d'autres enjeux que ceux immédiats qui pouvaient inquiéter ses contemporains. Il a pressenti ceux de la robotique, ce qu'aujourd'hui on appelle l'intelligence artificielle et qui, de fait, nous interroge. On pourrait également citer La guerre éternelle de Joe Haldeman, qui se sert du récit de science-fiction, la transposition d'une problématique contemporaine dans un espace narratif spéculatif, pour traiter d'un traumatisme bien américain, celui du retour au pays des jeunes gens qui ont participé à la guerre du Vietnam. Haldeman aurait pu écrire un énième Deer Hunter, Full Metal Jacket ou Rambo. Il fait mieux, bien mieux même. En astrophysicien qu'il est, il transpose ses blessures d'anciens combattants dans un avenir proche dans lequel les forces indépendantistes du Vietnam sont remplacées par des extraterrestres que l'humanité affronte sans trop jamais les voir. Et sous le couperet implacable des sciences, l'histoire se développe. Les soldats sont conditionnés pour être plus efficaces contre cet adversaire invisible. Ils sont dotés de combinaisons spatiales qui, pour ne pas perdre un blessé, l'amputent quand l'intégrité de l'armure n'est plus assurée.
Les combats aériens sont remplacés par des combats spatiaux dans lesquels les ordinateurs prennent les commandes. Les accélérations sont telles que les humains sont plongés inconscients dans des caissons hyperbares. Et entre chaque mission, les conscrits de retour vers la Terre se trouvent projetés dans l'avenir à cause des décalages temporels dus à leur voyage relativiste. Une belle manière d'évoquer les décalages que les jeunes gens, les jeunes Américains ont ressentis en revenant du Vietnam. C'est ainsi que la dystopie semble étendre son règne sur l'ensemble des productions de science-fiction. En plus de la peur provoquée par la guerre du Golfe et tous les conflits qui en ont découlé, Vietnam, Afghanistan, guerre du Golfe, une autre raison de n'envisager principalement que le pire dans l'avenir de l'humanité s'impose au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Enfin, pourrait-on dire. Il s'agit des risques que les activités humaines font peser sur l'environnement planétaire, que l'on parle de climat ou de biodiversité. Historiquement, et c'est à noter, la question de l'impact de l'humanité sur son environnement a été évoquée dès 1896. Dans un article paru dans le Philosophical Magazine and Journal of Science, le Suédois Svante Arrhenius, futur prix Nobel de chimie en 1903, alertait ses contemporains des risques de dérèglement climatique à long terme dus aux grandes émissions de CO2. Il existe sûrement d'autres évocations précoces des risques climatiques liés aux activités humaines. J'apprécie celle-ci tout particulièrement du fait du domaine de recherche de son auteur, les sciences physiques. Cependant, le grand public ne commencera vraiment à entendre parler de ces sujets qu'à partir de 1972, année de la publication du rapport Meadows du Club de Rome. Ce rapport est le premier document à portée mondiale qui évoque clairement les dangers que représente pour l'environnement et donc pour l'humanité la croissance économique mondiale dans un espace clos, la Terre. Le Club de Rome s'est constitué en 1968. Peu avant, des auteurs de science-fiction s'étaient emparés aussi des questions environnementales, ne faisant que croître la cohorte des œuvres n'envisageant pour l'humanité que le pire, d'où la profusion d'œuvres dystopiques. On peut ainsi citer Soleil vert, écrit en 1966 par Harry Harrison. Il décrit une humanité qui a épuisé les ressources de la Terre et qui fait face à des famines globales. Le roman sera adapté au cinéma en 1973 sous le même titre par Richard Fleischer. Il suit d'un an Silent Running de Douglas Trumbull, 1972, qui traite de la même problématique, nourrir l'humanité mais cette fois d'un point de vue spatial. Un autre roman doit être ici cité, car à lui seul, dès 1966, il rassemble et interroge nombre d'enjeux auxquels, aujourd'hui encore, l'humanité doit trouver des réponses. Il s'agit de « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » de Philip K. Dick. Dans ce récit, à Los Angeles, en 2019, on découvre un monde post-industriel et hyper-urbanisé. Enjeu numéro 1. Plongé dans une nuit pluvieuse et poisseuse plus ou moins permanente, tant le climat est déréglé. Enjeu numéro 2. Un monde dans lequel les formes de vie sauvages ont disparu. Enjeu numéro 3. Et sont remplacés par des êtres vivants issus de la biologie de synthèse. Enjeu numéro 4. C'est ainsi que désormais le vivant appartient à l'industriel qui en aura écrit le code génétique, enjeu numéro 5. Pour s'échapper à cet effondrement global, il ne reste qu'une issue à l'humanité, les colonies spatiales. Mais à quel coût, enjeu numéro 6, sachant que l'émigration spatiale n'est ouverte qu'aux humains exempts de toute tare génétique. Et là, on glisse vers une forme d'eugénisme, enjeu numéro 7. Il faut aussi rappeler que cette colonisation spatiale est rendue possible par l'usage intensif des réplicants, des êtres humains issus eux aussi de la biologie de synthèse. Ces réplicants sont des êtres biologiques conscients, mais la reconnaissance de leur humanité leur est refusée du fait de leur conception et fabrication industrielle, enjeu numéro 8. Liste d'enjeux non exhaustive qui date, rappelons-le, de 1966. À peine 13 ans après la découverte de l'ADN. 5 petites années après la première orbite de Gagarine autour de la Terre à bord du vaisseau Vostok 1. Et donc 6 ans avant le rapport Meadows.
Avec les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui donnera lieu en 1982 à une adaptation cinématographique devenue un classique des films de science-fiction, Blade Runner de Ridley Scott, on aborde une dimension du genre science-fiction qui dépasse de loin le simple divertissement pour éternels adolescents, dimension dans laquelle cependant le genre reste confiné. Ce nouveau rôle institue l'auteur de science-fiction en qualité d'artiste à part entière dans sa fonction de sismographe de la société, de la culture, de la civilisation dont il est issu. L'écrivain, le dessinateur ou le cinéaste, dans son urgence créatrice, parfois autodestructrice, amène à la connaissance de tous ce que sa sensibilité lui impose. Ces histoires permettent de mettre des mots ou des images sur des enjeux à venir et leurs conséquences à peine perceptibles ou envisageables depuis le présent. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde s'était engouffré dans l'urgence de la reconstruction, et depuis ne cesse de découvrir les jouissances de la société de consommation. Un monde moderne qui n'envisage l'avenir qu'à l'aune des échéances et des rythmes électoraux, autant dire un avenir à courte distance. De leur côté, les artistes, eux, sans concession, se prêtent au jeu du « et si, alors ». De plus, eux, tirent les ficelles de la spéculation jusqu'au bout de leurs propres angoisses, de leur propre folie, plus ou moins entretenues pour certains par la consommation de psychotropes qui font leur apparition dans les milieux artistiques au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Parce que le monde occidental, principal fossoyeur du climat et de l'environnement, ne veut rien changer de ses modes de production et de consommation ou même de gouvernance, la science-fiction va s'enfermer dans cette vision dystopique de l'avenir de l'humanité. Cet aspect pessimiste sera longtemps reproché à la science-fiction et à ses auteurs dont on fait des Cassandres modernes. Mais peut-on vraiment leur en vouloir ? Leur rôle d'artiste n'implique-t-il pas d'être honnête dans leur production ? En tout cas, la science-fiction est promise à un brillant avenir au sens propre de la métaphore. Elle est appelée à éclairer les temps à venir. C'est ce que nous verrons dans l'épisode suivant de cette petite histoire subjective et non académique de la science-fiction. D'ici là, je vous invite à vous rendre sur le site sciencefictiologie.fr pour consulter l'arborescence de la science-fiction qu'il propose. Vous y trouverez pas loin de 500 œuvres classifiées en différentes branches thématiques. Bonne découverte, bonne lecture, bonne écoute de cet épisode et des épisodes précédents. Ils sont tous disponibles sur vos plateformes favorites de diffusion de podcasts. Cherchez Écho du futur, écho au pluriel, ou bien allez à l'adresse www.ecodufutur.fr. Et comme on dit, likez, partagez et abonnez-vous. Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.